Bonjour, aujourd'hui, sujet qui va tous vous intéresser, mon chien boit trop ou mon chat boit trop. Comment savoir si son animal boit trop, à quoi ça peut être dû? Eh bien, on en parle avec mon confrère, le docteur Mario Servon, spécialiste en médecine interne à la clinique Anicura Paris 11, et bien sûr, avec Mirko. À tout de suite. Bonjour Mario. Buongiorno Valeria. Ah, bah ça, voilà. Attends, moi, j'ai pas parlé italien, là. Écoute, merci de m'accueillir dans ta salle de consultation. Alors, je triche un peu, parce que moi, je suis petite. Et avec Mirko, qui est un très mignon petit chihuahua, on va parler de mon chien boit beaucoup, mais aussi mon chat. Alors là, on pouvait pas mettre les deux en présence, mais c'est un cas qu'on rencontre souvent. Et alors, première question, mais qui est une question ultra basique. Quelle est la quantité normale que doit boire un chat et un chien par jour, Mario? Disons qu'environ 50 ml par kilo par jour d'eau, c'est la quantité normale à attendre de la part d'un chien et d'un chat. Et il faudra commencer à s'alerter quand cette quantité augmente à environ 60 à 80 ml par kilo par jour, 60 pour les chats, 80 pour les chiens, et vraiment s'inquiéter à investiguer à partir de 100 ml par kilo par jour. Alors, pourquoi dit-on s'inquiéter? C'est qu'il y a certaines maladies qui peuvent engendrer une augmentation de la prise de boisson. On va justement en reparler par la suite avec Mario. Mario, est-ce que tu as une astuce pour les propriétaires de chiens et de chats pour savoir quelle quantité d'eau boit leur animal chaque jour? Eh bien, la petite astuce réside dans lui offrir une quantité d'eau préétablie sur une journée, notamment sur 24 heures, et aller voir à la fin de ces 24 heures s'il a fallu re-remplir la gamelle d'eau et donc remesurer le cas échéant cette eau ajoutée, ou s'il reste, remesurer ce qui reste de la gamelle. Évidemment, il est conseillé de réaliser cela pendant le week-end, donc on a plus de temps à disposition, et de le faire sur plusieurs jours, pas forcément d'affilée, afin de s'assurer que la quantité moyenne est augmentée ou normale. D'accord. Sinon, après, si je prends un verre doseur de ma cuisine et que je mets donc, par exemple, 50 ml et que ça tient sur 24 heures ou qu'il faut en rajouter et rajouter de nouveau, là, effectivement, ça permet aussi de mesurer? Tout à fait. Juste faire attention, c'est 50 ml par kilo. Donc, imaginons, si on est dans un cas pathologique, donc mon chien boit beaucoup, imaginons 100 ml par kilo d'eau et que mon chien pèse 2 kg, et bien là, s'il boit 200 ml d'eau par jour, là, on est dans le contexte pathologique et 200 ml, c'est environ une canette. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, au moins, ça a le mérite d'être ultra pratique. On va parler du premier cas d'augmentation de la prise de boisson et on l'a déjà traité justement avec ma consoeur Suzy Valentin. Je vous invite à revoir l'épisode sur le syndrome de Cushing. Le chien, typiquement, c'est un chien qui a un certain âge quand même. Ça ne touche pas les chiens très jeunes en général. Non, la maladie de Cushing ou hypercorticisme, c'est une maladie qui a tendance à toucher les animaux adultes, voire plus âgés. Ouais. C'est rapporté chez les animaux très très jeunes, mais c'est des cas rares. Elle est le contraire de la maladie d'Addison qui s'appelle hypocorticisme. Et l'hypercorticisme est caractérisé chez nos animaux de compagnie par des signes cliniques qui sont assez typiques, on va dire, mais néanmoins non spécifiques. Et parmi ces signes cliniques, il y a sûrement une augmentation de la prise de boisson, qui est un signe clinique très très fréquent, voire parfois le seul signe clinique d'appel pour les propriétaires, associé ou pas à d'autres signes cliniques qui peuvent être des troubles cutanés, avec par exemple une perte de poils, qui peuvent être un abdomen ballonné et qui peuvent être également la présence d'une télangiectasie, c'est-à-dire des veines au niveau abdominal qui sont trop visibles et qui peuvent parfois alerter les propriétaires. Donc ça, c'est les signes cliniques typiques. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est ce que nous disaient toujours nos enseignants en médecine vétérinaire, c'est le tonneau sur 4 allumettes finalement, et effectivement une perte de poils qui est assez importante sur nos animaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très bien pris en charge parce que finalement, cet hypercorticisme, c'est un problème aussi au niveau des glandes surrénales de l'animal, et on a des traitements qui permettent, à vie bien sûr, tous les jours, mais qui permettent de prendre en charge la maladie et que l'animal se porte bien. Tout à fait. Le traitement de syndrome de Cushing, il est avant tout médical, ce qu'on propose le plus couramment, puisque assez facile pour le propriétaire et puisque c'est un traitement à vie. Néanmoins, d'autres traitements existent, mais qui dépendent également du type de maladie de Cushing. Imaginons, c'est une maladie qui touche les surrénales, comme tu le dis bien, mais qui touche en particulier une des deux surrénales au niveau abdominal. Dans ce cas-là,
en réalisant une chirurgie, donc en enlevant la surrénale malade, on pourra soigner le syndrome de Cushing. Ou d'autres fois, on peut avoir un syndrome de Cushing qui vient d'une glande qui est dans la tête, qui est en regard de l'hypophyse. Dans ce cas-là, c'est plutôt la radiothérapie qui est conseillée si le nodule qui se localise au niveau de cette glande est de grande taille, par exemple. Et alors, est-ce que le chat peut être concerné par le syndrome de Cushing? Parce qu'on a souvent tendance à parler du chien, et le chat, c'est beaucoup plus rare, j'imagine. C'est tout à fait beaucoup plus rare. Néanmoins, il peut être touché par cette maladie. Les signes cliniques sont grosso modo les mêmes. Néanmoins, chez le chat, une chose qui arrive beaucoup plus fréquemment que chez le chien, c'est l'association d'un syndrome de Cushing et d'un diabète sucré, ou un minima d'une augmentation de la glycémie sanguine. Alors moi, justement, j'avais un chien qui était un gros Yorkshire Terrier et qui avait un syndrome de Cushing associé à un diabète, tu vois. Et on l'a très bien soigné tout au long de sa vie pour les deux maladies justement en même temps. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est de consulter votre vétérinaire dès que vous voyez une augmentation de prise de boisson. En fonction des signes cliniques, il va orienter ses examens et puis si c'est des soupçons justement sur un Cushing, il fera justement ce test à la CTH. Tout à fait, il y a différents examens qu'on peut mettre en place. Il faut avoir parfois pitié de votre vétérinaire puisqu'il est parfois difficile de confirmer une maladie de Cushing, surtout s'il y a d'autres maladies concomitantes, ce qui est le cas chez les animaux les plus âgés. On a une batterie d'examens qui vont des examens les plus sensibles, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'arriver le plus facilement au diagnostic, à des examens qui sont moins sensibles et qu'on utilisera dans ce cas-là plutôt pour écarter une maladie de Cushing. Cela pour vous dire que oui, un test de stimulation à la CTH, c'est un des tests les plus fréquemment utilisés. Néanmoins, parfois, on a besoin d'y associer d'autres examens afin de pouvoir confirmer ou infirmer un syndrome de Cushing. Moi, j'avais de la chance. Je finissais mes études véto, pour tout te dire, et je l'avais vu en cours de médecine. Et j'avais dit au vétérinaire que j'avais consulté à l'époque, parce que je n'étais pas encore diplômée, c'est un Cushing, il faut le tester. Il y avait eu à ce moment-là que le test sur le diabète et effectivement après le Cushing s'avérait... Ça c'est tout à fait vrai Valérie et rappelons-nous que la maladie de Cushing, son diagnostic, il est tout d'abord clinique. On ne va pas la chercher chez un animal qui n'a pas les signes cliniques compatibles, que rappelons-nous sur l'augmentation de la prise de boisson, les troubles cutanés, également on l'avait dit cette télangiectasie au niveau abdominal et également par exemple une augmentation de l'appétit. Voilà. Alors ça c'est la première cause. Et la deuxième cause qui est aussi assez fréquente chez le chien, mais alors encore plus potentiellement chez le chat, c'est l'insuffisance rénale chronique. Tout à fait. Ça touche pas mal d'animaux aussi à partir d'un certain âge. Oui, l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie surtout féline, mais également canine. La prévalence chez les chats est assez élevée, on parle d'environ 30% chez les chats qui prennent de plus en plus d'âge, ce qui est énorme, et elle représente 5% des motifs de consultation en médecine féline en général, toutes âges confondus. Chez le chien est également présente. Les signes cliniques d'appel dans les deux espèces sont grosso modo les mêmes, donc de nouveau une augmentation de la prise de boisson, éventuellement dans ce cas-là une baisse de l'appétit, une perte de poids et des signes cliniques possiblement liés aux complications de l'insuffisance rénale, comme par exemple l'hypertension artérielle systémique. Les causes néanmoins diffèrent entre les deux espèces. Chez le chat, il s'agit le plus souvent d'une maladie qu'on appelle dégénérative, c'est-à-dire bénigne, et ou en lien avec la formation de calculs dans les urines, dans les reins, dans les urétères de la vessie. Chez le chien, en revanche, est le plus souvent une maladie à médiation immune ou une maladie secondaire, par exemple, à des maladies infectieuses ou des maladies cancéreuses, ou plus que chez le chat, une maladie de naissance. Mais il y a plusieurs stades d'insuffisance rénale et ça, le vétérinaire vous en parlera en fonction de ses examens et de ce qu'il aura réalisé à la clinique. Et donc la prise en charge, ça va être différent selon le stade de la maladie et son état d'avancement, évidemment médical et aussi nutritionnel. Il faut adapter l'aliment. Tout à fait. Disons que de base, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Une insuffisance rénale, une fois qu'elle est en place, elle y restera. L'aide que le vétérinaire peut apporter à l'animal est de diminuer le risque de progression de cette maladie. Et effectivement, selon les stades, il y a des traitements qu'on peut mettre en place. Ces traitements, on les diffère, on les sépare en protecteurs des reins et en soutien des reins. Et de base, le traitement, le pilier du traitement est effectivement alimentaire, avec des alimentations qu'on définit de type rénal. Bien sûr, merci beaucoup Mario, parce qu'effectivement, le rein, il a quand même pour rôle aussi de filtrer tout ce qui est sodium, potassium. Et quand il fonctionne moins bien, c'est là que les problèmes surviennent. Tout à fait. Donc voilà, je l'ai fait en version simplifiée. Mais bon.
Et l'autre cause que vous connaissez aussi très bien, et je vous invite aussi à revoir notre épisode sur le diabète. Le diabète. Alors on va parler du diabète sucré, Mario, parce que c'est le plus fréquent chez nos animaux. Tout à fait. Le diabète sucré, ça représente soit un défaut de production d'insuline, soit un organisme, des organes qui ne répondent plus à l'insuline qui est produite. Et comme conséquence, on aura une augmentation de la glycémie, donc du sucre, du taux de sucre dans le sang. Et c'est ce taux de sucre que finalement l'organisme ne veut pas et qui va perdre de les urines, qui va donner envie de boire. Et d'où le fait qu'on aura des animaux qui vont avoir une augmentation de la prise de boisson et de production d'urine. Souvent, c'est des animaux aussi, on peut voir non seulement il y a cette augmentation de prise de boisson, et des animaux souvent qui maigrissent aussi. Tout à fait. Ils maigrissent malgré le fait qu'ils mangent plus que la normale. Disons que c'est les 3 signes d'appel les plus importants. Je bois beaucoup, je mange beaucoup et pour autant je maigris. D'accord. Et il y a aussi du diabète insipide. Tout à fait. Le contraire d'un diabète sucré, c'est un diabète insipide. En gros, diabète, ça signifie boire beaucoup. Alors, dans le diabète sucré, on boit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sucre. Dans le diabète insipide, on boit beaucoup pour d'autres raisons, mais on n'aura pas une augmentation de taux de sucre dans le sang. Et parmi les causes de diabète insipide, il y en a beaucoup. Il y a des causes qu'on définit centrales, puisque le problème se localise au niveau de nouveau de glandes qui sont dans la tête, ou de diabète insipide qu'on appelle néphrogénique, c'est-à-dire dans la périphérie, pas forcément parce que le rein ne marche pas, au contraire, le rein marche dans ces cas-là, mais puisqu'il y a d'autres maladies intercurrentes qui vont faire que l'animal a besoin de faire plus de pipi, et donc en perdant plus de liquide, il a besoin de boire plus en contrepartie. Et puis il y a aussi certains cancers chez nos animaux. Alors, il faut savoir aussi qu'il y en a certains qui se soignent bien. Il ne faut pas non plus que ce terme soit comme un coup fasse peur. On a beaucoup d'évolutions dans nos thérapies vétérinaires qui bénéficient des avancées également en médecine humaine. Mais les cancers, certains peuvent effectivement générer une augmentation de la prise de boisson. Tout à fait. La plupart du temps, voire même dans tous les cas, ce n'est pas le cancer directement qui va produire une augmentation de la prise de boisson, c'est plutôt la conséquence du cancer, et notamment qu'on a une augmentation du calcium dans le sang qui va augmenter la soif, et donc l'envie de boire, et donc la quantité d'urine produite par la suite. D'accord. En tout cas, Mario, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils sur ce sujet qui est quand même très demandé et qui est très souvent rencontré par les propriétaires de chiens et chats. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode sur la prise de boisson augmentée chez nos chiens et nos chats. Si vous avez aimé, évidemment, likez-le et bien sûr, partagez-le si vous aimez. Et puis, suivez-nous chaque lundi un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous écrire un commentaire si vous avez déjà rencontré ce cas. Et puis, à très vite sur la chaîne YouTube Tonne et Léon, conseil de vétérinaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Mario. Arrivederci, on dit. Arrivederci.